Alors, dans ce cas, nous allons créer un nouveau projet. Donc là, j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé M1SSIM. Et ensuite, nous allons utiliser la commande flutter create et je vais l'appeler app1, comme ça, app1. Voilà. Et vous allez valider. Donc, si vous n'avez pas encore démarré votre émulateur, il faut le démarrer déjà. Donc, après avoir validé, donc il va lancer donc, la commande flutter create pour créer votre application. Oui, Nathaniel. Excusez-moi, monsieur. Je ne vois pas votre écran sur ma connexion ou bien. Les autres, est-ce que vous voyez mon écran? Non, non. On voit que votre visage. Ah oui, donc je n'ai pas partagé l'écran. Alors, dans ce cas, les autres qui envoient des pouces là, je vous avais dit la dernière fois, mieux faut de parler hein, parce que j'enregistre en fait la vidéo. Donc, tout ce que vous envoyez là, ça entre directement dans l'enregistrement. Et sinon, ça me fera encore beaucoup de temps pour traiter une vidéo et la mettre en ligne. Alors, mieux vaut d'envoyer dans le chat un OK comme ça. Donc, lorsque lorsque je vous pose une question, que d'envoyer les pouces comme ça. Alors, maintenant, vous voyez mon écran là. OK, super. Donc, dans ce cas, ici, j'ai lancé la commande flutter create et j'ai créé ici une application donc, que j'ai appelée app1. Et maintenant, nous allons lancer la commande cd app1 pour accéder dans le dossier après code point pour ouvrir Visual Studio Code. Voilà, donc vous pouvez ouvrir, créer l'application et ouvrir Visual Studio Code. Ok, donc si Visual Studio Code est ouvert, cette partie de terminal, on n'en a plus besoin. Et maintenant, vous allez accéder à votre dossier libre. Et dans le dossier libre, vous allez accéder au fichier main. Comme nous l'avons indiqué dans le premier cours, c'est le fichier main qui est le fichier de lancement de l'application. Alors, dans ce cas, nous allons supprimer tout son contenu. OK? Et nous allons créer tout à partir du début. Là, je vais le ramener ici. Oui, Ayoub, oui, tu as la parole. Monsieur, en fait, ça, on a créé la dernière fois. Est-ce qu'on a vu Oui, Ayoub. directement? Oui. Monsieur, je vous dis, est-ce que tu me reçois, monsieur? Allô? Oui. Monsieur, c'est qu'on a, ce dossier-là, on a créé la dernière fois, non? Est-ce qu'on ouvre directement ça sur les, comment dirais-je, les PowerShell? Si on met code. Ce que j'ai fait, je vais reprendre. Oui, monsieur, on a fait ça, on a fait la dernière fois, monsieur. Non, c'est pas la même chose. Là-bas, en fait, on a créé, en fait, donc une application Dart. Et ici, nous créons une application Flutter. C'est différent. Les applications Dart qu'on avait créées avant, ce sont des applications dans la console. Donc, ce n'est pas une application Flutter avec interface graphique comme ce que nous allons faire actuellement. Donc, ici, avec cette interface graphique-là. Donc, ce qui veut dire que cette fois-ci, accéder dans un dossier de votre choix. Donc là, un dossier de votre choix. Donc, accéder dans un dossier de votre choix, là où vous voulez créer votre application.
et lancer la commande Flutter create, espace, et vous mettez le nom de l'application que vous voulez créer. Donc là, si je fais Flutter create, espace, app 1, comme ceci, donc là, je vais créer l'application. Là-bas, on utilisait Dart create. Et actuellement, j'ai sélectionné le dossier, donc le dossier de mon utilisateur. Donc, mais vous pouvez spécifier un dossier de votre choix, CD desktop, CD, donc le nom d'un dossier spécifique. Donc, une fois l'application créée, donc après, il faut mettre code point. D'accord, monsieur, merci. Oui, responsable. Donc, monsieur, donc l'emplacement n'est pas un problème. On peut créer ça n'importe où, en fait, le dossier. Oui, on peut créer n'importe où, même les fichiers, même Dart là, les applications Dart que nous avons créées, on peut les créer n'importe où aussi. Ce qu'on ne doit pas faire n'importe où, c'est seulement la partie où on a créé. Donc, ok, je vois. Même l'application Dart qu'on a créée, Dart Create là, on peut créer n'importe où. En fait, ce qu'on ne doit pas faire n'importe où, c'est seulement donc l'installation. Là où on avait dézippé notre application, notre SDK Flutter. C'est seulement ça qu'on doit faire donc à un endroit précis. Donc, nous, on l'avait fait dans CD, point. On avait créé un dossier dans C, et puis on a mis le Flutter à l'intérieur et on a dézippé en fait. Voilà, je pense qu'on avait créé ça dans le dossier, dans le disque local C. Ok, donc c'était ça seulement qui était obligatoire. Maintenant, les autres, c'est à vous de décider. Mais faites toujours attention à ce que le chemin menant vers votre application, qu'il n'y ait pas des espaces ni des caractères spéciaux. Imaginez que... Donc, on colle tout. Donc, on colle tout en fait. Voilà. Pour la création de l'application, actuellement, moi, j'ai créé mon application dans le bureau. Si je regarde le chemin menant vers cette application, je regarde, il est là. Quand je positionne mon curseur, le chemin menant vers l'application, c'est ici c/user/hp/desktop/développement mobile easy 2026/m1 ssim/app1/lib/ donc le chemin menant jusqu'au dossier de votre application, comme ce que j'ai mentionné ici, ne doit pas avoir des espaces ni des tirets, des 6 et autres. Donc, il faut que le chemin donc, soit un chemin direct, qu'il n'a pas de caractères spéciaux. Si le nom de l'utilisateur dans votre ordinateur, par exemple, pour moi, c'est HP. Si le nom de l'utilisateur, c'est votre prénom et votre nom et qu'il y a de l'espace, alors il serait mieux d'aller dans votre disque local C, créer un dossier ici. Que vous allez appeler cours Flutter, par exemple. Que vous allez appeler cours Flutter, comme ceci, par exemple, cours Flutter. Et ensuite, donc, comme le dossier est à la racine, donc son chemin sera correct. Donc, l'idée, l'essentiel, c'est que lorsque vous créez votre application, le chemin menant vers votre application, qu'il n'y ait pas d'espace ou de caractères spéciaux. Monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur. Mais dans votre chemin actuel, il y a un tiré de 6 entre AP et le 1 là. C'est un tiré de 8. C'est un tiré de 8 et c'est bien de souligner ça, c'est un tiré de 8 et les tirés de 8 sont tout à fait acceptés. Et d'ailleurs, nous allons continuer, je vais vous donner ça comme convention tout à l'heure, lorsqu'on crée des fichiers, et des dossiers en Flutter, et si c'est composé de plusieurs mots, on sépare les mots par un tiré de 8. C'est une convention de programmation en Flutter aussi. Ah d'accord, je ne voyais pas bien, merci.
s'il n'y a pas de questions, est-ce que j'espère que tout le monde a compris le fondement là. Il faut créer Flutter Create, créer l'application. Maintenant, nous allons ici commencer une importation. Donc là, je mets import comme ceci, package. Et il paraît que mon ordinateur là, il commence à devenir trop lourd. Monsieur, il y avait d'abord le contenu dans le fichier main.dart. Vous l'avez supprimé. Voilà, j'ai supprimé ça. Nous allons créer l'application à partir de zéro. Donc, le contenu qu'il y a dans main.dart, il faut tout supprimer. Donc, nous allons créer l'application à partir de zéro. Dans ce cas, pour créer l'application à partir de zéro, vous allez mettre import et vous allez mettre package, donc Flutter / matériel.dart. Donc, voilà. Donc, ça nous permet d'importer la bibliothèque de base vous permettant d'accéder aux widgets. C'est comme quand vous avez fait le langage C et que vous importez stdio.h, stdlib qui vous permet d'utiliser printf, scanf. Donc, ici, matériel vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de base vous permettant de créer des applications en Flutter. Maintenant, nous allons créer la fonction main qui est la fonction nous permettant de lancer l'application. Et dans la fonction main, pour lancer notre application, nous allons utiliser la fonction qui s'appelle runApp, comme ça. Et dans cette fonction runApp, nous allons mettre la classe représentant notre application. Donc là, c'est à nous de décider du nom de la classe. Moi, je vais l'appeler mon application ou bien myApp. Très souvent, le nom utilisé, ça s'appelle myApp. On peut l'appeler mon application. Donc là, c'est la classe mère permettant de lancer notre application. Donc, permettant de lancer complètement notre application. Et cette classe mère, c'est à nous de venir ici la créer. Donc là, je vais écrire. Donc, pour écrire, vous mettez ST et ça vous fait une suggestion. Donc, et il va vous donner stateless widget. Actuellement, mon ordinateur, il est un peu lourd, je pense. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi je n'ai pas les suggestions là. Donc, les suggestions vous permettent d'aller vraiment plus rapidement. Donc, vous, si vous êtes au même niveau, mettez ST. Lorsque vous mettez ST, donc, il va vous proposer stateless widget, stateful widget et autres. OK? Et vous choisissez stateless widget. Comme ça, il va vous générer un stateless widget directement. Déjà, nous avons dit qu'en Flutter, donc, on a deux types de widgets. On a ce qu'on appelle un stateless widget qui permet d'avoir des contenus statiques qui ne seront pas appelés à être changés et un stateful widget qui est un widget avec un contenu dynamique, donc avec ce qu'on appelle la gestion d'état, donc la gestion des states. Donc, lorsque vous mettez ici en bas, vous ST, il va vous faire plusieurs propositions. Parmi les propositions, il y a stateless widget, vous regardez bien, et stateful widget. Et vous allez choisir stateless widget. Bon, moi, comme il me fait la proposition, je vais tout écrire. Hein. Donc, dans ce cas, j'écris classe comme ceci. Donc, le nom que nous avons choisi, c'est mon application. Mon application. Et on va faire extend. Donc, toutes les classes des widgets vont hériter soit d'un stateless widget, soit d'un stateful widget. Donc, pour moi, c'est stateless widget, comme ceci. Stateless widget. Donc, c'est une classe donc, qui hérite de la classe stateless widget. Cette classe stateless widget, elle se trouve dans le package matériel. Et notre fonction runApp aussi se trouve dans le package matériel. Et maintenant, c'est dans notre classe stateless widget que nous allons donc écrire le code permettant de lancer l'application. Si vous vous rappelez, avec le premier cours, on a vu qu'on utilise la méthode build avec matériel app qui nous permet de lancer l'application, qui représente l'application entière. Babacar, oui. Bonsoir, monsieur. Oui. En fait, je me pose la question. Moi, je ne suis pas en train de faire, je suis en train de suivre. Après, pour ensuite, si vous publiez la vidéo, la regarder, je ne sais pas. Je me demande si je fais en même temps que vous ou bien je peux continuer à suivre.
Oui, en fait, l'idée, si vous suivez, c'est encore mieux. Si vous suivez et que je termine, c'est encore mieux. Cela vous permettra d'être plus interactif, de me poser des questions sur ce que j'explique. Et comme ça, toutes ces questions, je vais les laisser dans la vidéo. Et comme ça, cela vous donnera plus d'idées de ce que vous allez réécrire. Donc, en fait, c'est la meilleure méthode de suivre. Et maintenant, il y a certains qui sont en mesure donc d'écrire en même temps que moi. Je pense que stateless widget là, c'est pas un L minuscule. Donc, il y a certains qui sont en mesure, c'est celui qui se sent en mesure d'écrire en même temps que moi, il peut écrire aussi sans problème. Mais comme ce que tu fais, c'est la meilleure des manières, la meilleure des solutions. Oui, responsable, oui. En fait, monsieur, moi j'ai un souci en fait. De voicemail là. Ça, c'est une classe. Pourquoi on n'écrit pas classe mon applique dans voicemail en fait? Ou bien on oublie de mettre à or ou bien. Pourquoi on n'écrit pas? Dans voicemail là, je vois écrit machin là. C'est une classe, non, monsieur? Void main. Void main. Non, void main n'est pas une classe, mais c'est une fonction qui permet de lancer l'application. Mais il y a run app qui est aussi une autre méthode permettant de lancer l'application. Dans la fonction, on ne peut pas écrire, on ne peut pas écrire classe, on ne peut pas intégrer la classe à l'intérieur. À l'intérieur de void main. Oui. Non, ce n'est pas à l'intérieur de void main qu'il faut écrire la classe. Ce n'est pas, c'est en dehors de void main. On a oublié d'écrire la classe hors de void main en fait. Voilà, donc la classe, il faut l'écrire hors de void main. Ok, monsieur. Donc, je pense que c'est pas le même nom. Mon application. Et ici, j'ai écrit quoi? Mon application. Et ici, mon application, oui, parce que je n'ai pas implémenté donc la méthode build. OK. Bon, là, je pense que mon code est chargé. Je vais vous le montrer, surtout avec Babacar. Donc là, je fais ST comme ça. Lorsque vous faites ST, il va vous faire plusieurs propositions, parmi lesquelles il va vous faire stateful widget et stateless widget. Vous allez choisir stateless widget et ensuite vous allez écrire ici mon application comme ceci. Le nom que vous avez donné ici dans votre fonction run app. Et comme ça, vous avez ici donc votre stateless widget qui va vous permettre de lancer l'application. Donc, run app permet de lancer l'application et il lance quoi? Il lance votre application qui est un stateless widget qui est mon application. Et vous avez ici donc un constructeur qui ne prend aucun paramètre et vous avez ici un override comme on l'a vu. Donc, si on a override, cela veut dire que la méthode build là, elle provient de la classe mère. Et cette classe mère là, c'est la classe stateless widget. La méthode build, c'est la méthode permettant de construire votre application. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons matériel app ici. Donc, nous avons matériel app. OK? Et dans matériel app, c'est ici que nous allons donc lancer l'application. On va commencer par le titre de l'application. Je vais l'appeler M1 SSIM. Ensuite, après le titre de l'application, c'est ici que nous allons, dans un widget, vous pouvez toujours mettre le curseur sur le nom de la classe matériel app et vous pouvez voir quels sont tous les attributs que vous pouvez utiliser directement. Donc, parmi les attributs qui nous intéressent, il y a un attribut nommé home qui permet de spécifier la page d'accueil. Donc, matériel représente toute l'application et dans cette application, lorsqu'elle est lancée, où est la page d'accueil? Alors, nous allons créer ici ce que nous allons appeler page accueil, comme ça. Une classe que nous allons appeler page accueil.
Donc, cette classe-là, page accueil, c'est la classe qui sera lancée lorsque l'application s'élance. Et maintenant, comme on a ici une erreur, il faut créer ça. Et nous allons directement continuer avec les bonnes pratiques. Dans ce cas, vous allez faire un clic droit ici et vous allez cliquer ici sur Nouveau fichier. Et nous allons créer un dossier que nous allons nommer page accueil. Donc, page accueil.date. La question de tout à l'heure, là, j'ai utilisé pour le tirer là. Donc, retenez qu'en flotteur, lorsque vous créez, donc, retenez qu'en flotteur, lorsque vous créez un fichier et que le fichier est composé de plusieurs mots, donc le nom du fichier, il faut séparer le nom du fichier par des espaces comme ça, donc et par des tirés de 8. Il faut séparer le nom par un tiré de 8. Et c'est une convention en flotteur et ce n'est pas une obligation. Ensuite, il faut tout mettre en minuscule. Hein. Donc, vous mettez tout en minuscule et vous les séparez par un tiré de 8. Donc là, quand je mets page accueil.date, il va me créer un dossier page dans lequel il va positionner un fichier nommé page accueil.date. Et maintenant, il faut valider. OK? Et maintenant, dans ce fichier page accueil, je vais faire ST comme tout à l'heure et je vais choisir stateless widgets comme ceci et je vais l'appeler. Dès que je commence à écrire, si vous avez écrit page-accueil tout en minuscule comme ça, dès que vous commencez à écrire, il vous propose le bon nom de la classe page avec P majuscule, accueil avec A majuscule, tout le reste en minuscule pour respecter la bonne convention. Et donc, voilà pour la page d'accueil. Et nous avons dit que dans la page d'accueil, il nous faut donc un widget parent qui s'appelle Scaffold. Donc, un widget parent qui s'appelle Scaffold dans la page d'accueil. Et dans ce widget, nous avons une propriété nommée AppBar et nous avons la propriété Body. Retenez encore une fois de plus que dans chaque widget, l'avantage en flotteur, c'est ce qui vous permettra au fur et à mesure de comprendre rapidement. Donc, pour chaque widget, pour chaque classe, dès que je positionne mon curseur, j'ai toutes les propriétés, les attributs de la classe qu'on peut appeler. Nous avons l'attribut AppBar ici qui nous permet d'avoir AppBar dans notre application tout en haut. Et nous aurons l'attribut Body que vous allez avoir un peu plus bas, il est là, donc qui vous permet de définir le corps de votre page. Alors, donc, et l'avantage encore aussi, chaque attribut, la valeur qu'il prend, c'est aussi le nom de l'attribut, très souvent, avec une première lettre en majuscule. Donc ici, AppBar, je mets AppBar comme ça. Ce que je vais mettre comme contenu. AppBar, comme ça. Généralement, il me propose ici AppBar et je mets le contenu. Donc, le nom de l'attribut, c'est AppBar. Ensuite, son contenu, c'est AppBar. Ça aussi, très souvent, donc vous allez prendre ça en compte lorsque vous développez en flotteur. Et dans AppBar, nous allons utiliser un attribut donc nommé title. Title, je regarde quel est le type de title. Lorsqu'on positionne le curseur, son type c'est widget. Donc nous allons créer notre premier widget. Le type de title c'est un widget. Donc c'est le titre de votre page. Alors comme c'est un widget, je vais mettre texte comme ça. Alors, le widget texte, en réalité, ici, c'est comme une balise, si vous voulez, en HTML. Donc, c'est que vous allez retenir. Par exemple, vous savez que la balise P permettant d'insérer un paragraphe, la balise strong, etc., etc. Donc, ici, le widget texte vous permet d'insérer un texte. Et le texte, là, je vais l'insérer entre guillemets. Et comment je saurai que je dois mettre des guillemets? Lorsque je positionne mon curseur sur le widget texte, là, il me montre quoi? Il me montre string data, c'est-à-dire le contenu, c'est le texte. En plus de ce contenu-là, j'ai la possibilité d'ajouter pas mal d'autres choses comme texte, style, etc., etc. OK? Donc là, je vais écrire ici accueil, tout simplement. Accueil. Donc voilà pour notre AppBar, on a seulement pour notre page d'accueil, on a seulement le AppBar. Maintenant, nous allons retourner dans notre fichier main.date
et appeler donc et importer cette classe-là. Donc, page d'accueil ici, que nous avons créé ici, on retourne dans main.dart à ce niveau-là et vous allez regarder ici, dans main.dart, vous avez page d'accueil. Mais pourquoi c'est toujours souligné en rouge? Parce qu'on n'a pas importé la classe page d'accueil ici. À chaque fois qu'on utilise un fichier dans un autre dossier, il faut importer le fichier ici. Et pour l'importation, c'est aussi simple. Il suffit de positionner le curseur sur l'ampoule de suggestion ici. Il vous propose, donc là, import package library. Donc là, je clique ici pour importer la librairie. Le premier, qu'il me montre un chemin commençant par package 2 points. Il y en a d'autres propositions qui sont là, mais toujours choisissez celui-là qui vous permet de faire une importation à partir de la racine. OK? Donc là, je clique dessus. Il m'a importé la page d'accueil. À partir d'ici, on peut lancer notre application. Donc là, pour lancer l'application, vous allez ouvrir le terminal ici. Là, je clique sur exécuter. Là, si vous avez directement le terminal dans votre ordinateur, vous allez cliquer sur nouveau terminal. Il va vous ouvrir le terminal ici et vous allez lancer la commande float_run donc dans le terminal. Donc là, le terminal s'initialise. OK. Maintenant, vous allez lancer la commande float_run comme ceci. Voilà. Dès que vous lancez la commande float_run, il va lancer directement dans votre émulateur. Et si votre émulateur n'est pas démarré, là, à ce niveau-là, vous aurez, regardez, imaginez bien, regardez cette partie-là, vous aurez No Device. Et donc, lorsque vous cliquez sur là où vous avez No Device, vous aurez les devices, c'est-à-dire les appareils sur lesquels vous pouvez lancer votre application. Et pour mon cas ici, donc j'ai mon émulateur qui est déjà sélectionné et j'ai d'autres comme Google Chrome, comme Microsoft Edge, comme Windows. Donc, je peux lancer mon application dessus. Mais comme j'ai lancé mon émulateur, donc je vais lancer directement sur mon émulateur. Alors, lorsque vous lancez la commande float_run ici, directement, float_run tout court, vous appuyez sur Entrée. Si votre émulateur est bien ouvert, il va lancer l'application dans votre émulateur. Ensuite, si c'est le premier lancement, ça prendra un peu plus de temps. En fait, si vous faites un premier lancement, ça peut prendre un peu plus de temps avant que le changement soit terminé. Bon, comme on vient de lancer l'application, on va prendre la pause là. On a fait commencer un peu tard pour la prière et on revient tout à l'heure. D'accord, aussi. Pas mis l'enregistrement, voilà. Donc là, je continue. On n'a pas mis l'enregistrement, on a mis l'enregistrement en pause et on n'a pas réactivé l'enregistrement. Bon, c'est pas grave, ce qu'on a fait, donc c'est juste les premiers éléments. De toute façon, nous allons les reprendre au fur et à mesure dans les autres pages. OK? Donc, lorsqu'il s'agit ici donc d'une fonction, je mets parenthèse et je mets des accolades comme ça et je mets ce que je veux qui s'exécute. Qu'est-ce que je vais? Je vais ajouter tout simplement un print et je dis vous avez cliqué sur paramètres. Et comme c'est une instruction, comme en Dart, on met un point virgule à la fin. Voilà. Donc, dans notre icon button, nous avons en presse, on a une fonction qui commence par parenthèse accolade ouvrant, accolade fermant. Et nous allons mettre les actions ici que nous voulons qu'il se passe lorsqu'un utilisateur clique sur notre icon button à ce niveau-là. Ensuite, nous avons notre icône qui est ici. Nous pouvons tout à fait donc ajouter, faire des mises en forme ici, icon size qui est un double pour la taille de notre icône, color donc pour la couleur, hover color lorsqu'on positionne le curseur, quelle est la couleur qui va s'afficher, etc. Ce que je vais faire tout simplement ici dans notre icône, donc nous avons color, donc là je mets une virgule et je mets ici color et je mets colors.white. White comme ça. Et là on fait un autre reload
Voilà, et vous avez maintenant votre icône bouton ici. Mais vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur l'icône, il me montre ici, vous avez cliqué sur l'icône parce que c'est un icon button. Donc, on peut cliquer, à chaque clic, il nous signale cela ici. OK? Maintenant qu'on a vu cette icon button, nous allons revenir ici cette fois-ci au niveau des leading. Donc, leading qui est la partie leader. À chaque fois, dans la plupart des widgets Flutter, on appelle ça leading, la partie qui est ici, donc côté à gauche. Donc, toujours dans App Bar, je vais invoquer donc l'attribut qui s'appelle leading, comme ça. Leading. Et si je vais ajouter quelque chose, c'est ici que je vais l'ajouter. Cependant, nous allons, au lieu d'ajouter un leading, nous allons ajouter ce qu'on appelle un drawer. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur clique, un menu s'ouvre comme ça. Comme le menu que je vous ai présenté dans la présentation de le tout premier cours. Alors, donc, ce drawer-là, il est directement attaché à Scaffold. Lorsque vous positionnez le curseur sur Scaffold et que vous défilez, vous allez trouver donc un widget qui s'appelle Drawer ici. Donc, un attribut Drawer. Donc là, je viens d'un scaffold et je mets ici drawer, comme ceci, 2 points, drawer, 2 points, comme ceci. Et maintenant, dans drawer, c'est là que je vais spécifier en fait mes drawers. Et quand je positionne mon curseur, drawer, il est de quel type? En fait, il est de type widget, mais il a un widget qui s'appelle drawer. Donc là, je mets ici drawer, comme ceci. Il y a un widget qui s'appelle Drawer. Et n'oubliez pas, comme on est à ce niveau-là, vous voyez une erreur au niveau des app bars parce que je dois mettre une virgule ici. Parce que c'est une source d'erreur souvent quand on débute. Donc là, je mets une virgule. Donc là, on peut enregistrer. On fait ici un autre loop. OK? Donc, lorsqu'on fait un autre loop, on va observer à ce niveau-là, donc notre drawer. Voilà, donc vous avez votre drawer qui est actuellement à ce niveau-là. Donc, lorsque vous cliquez, il s'ouvre, mais il n'y a rien là-dedans pour l'instant. OK? Maintenant, nous allons ajouter des éléments dans notre drawer. Donc, comme nous allons disposer plusieurs éléments verticalement, on peut utiliser un widget colonne, tout comme nous allons voir un autre widget qui se comporte comme une colonne, mais qui s'appelle list view. OK? Dans ce cas, nous allons utiliser ici dans notre drawer, quand vous positionnez le curseur, donc il a une propriété nommée child. Child ici, qui veut dire l'enfant. Donc là, je mets child et je mets ici list view. List view, c'est un widget qui est comme une colonne, mais qui a la particularité d'être scrollable. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de contenu, automatiquement, on peut scroller. Mais avec une colonne que nous avons insérée tout à l'heure, lorsqu'il y a beaucoup de contenu, on ne peut pas scroller. Les autres contenus qui sont en bas vont être cachés. Mais avec un list view, c'est scrollable directement. Okay? Et comme il se comporte comme une colonne, il a une propriété nommée children. Donc, quand vous regardez en quelque part, il a une propriété nommée children qui prend plusieurs éléments. Alors, dans ce cas, vous mettez children comme ceci et vous allez mettre donc votre premier élément. Donc, il y a un autre widget qui s'appelle drawer header, comme ça, qui permet de définir l'entête de votre drawer. Donc, drawer header qui a une propriété aussi nommée child. Child qui est l'enfant de votre drawer header. OK? Donc, dans notre drawer header, cette fois-ci, nous allons utiliser un widget qui s'appelle row. Row, c'est comme l'inverse des colonnes. Row, ça veut dire une ligne, tout simplement. Donc, c'est des éléments que vous allez disposer horizontalement, l'un après l'autre horizontalement. C'est ça dans le widget row. Quand vous voyez ici row, il a une propriété nommée children et qui n'est rien d'autre qu'une liste de widgets. Dans un row, lorsque vous mettez plusieurs éléments, les éléments là seront horizontalement l'un à la suite de l'autre. OK, donc je vais choisir row et dans row, je vais ajouter un texte que je vais appeler ici menu, comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un deuxième que je vais appeler
que je vais appeler autre, comme ceci. Donc, l'idée, en fait, c'est de comprendre un peu, comment ça marche, OK? Donc là, j'ai mon drawer. Cette fois-ci, lorsque vous mettez un autre root, donc dans votre drawer, vous avez un widget drawer dans lequel on a une list view. Et dans la list view, donc qui prend plusieurs éléments, on a drawer header qui est le premier enfant, le premier élément. OK? Et cette fois-ci, lorsque je clique ici, et là, nous avons ici menu et autres. Les deux sont horizontales. Et pour les séparer, pour faire en sorte que donc, le premier reste ici, le dernier reste là-bas, nous allons utiliser aussi le main axis alignment. Si tout à l'heure, on a parlé de main axis alignment tout à l'heure, c'est bien ça. Le main axis alignment pour une colonne, on avait dit que c'est vertical. Maintenant, le main axis alignment pour une ligne, ça sera naturellement. Donc, répondez-moi. Donc, le main axis alignment, donc pour une row, c'est-à-dire pour une ligne, pour un widget ligne, ça va être naturellement horizontal, en fait. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Vous suivez? Oui, monsieur, nous sommes là. OK. OK, donc ici dans notre row, ici, donc là, je fais un retour à la ligne dans row et nous allons ajouter ici le main axis alignment. Donc, comme tout à l'heure, le main axis alignment, cette fois-ci, il concerne un row. Et comme tout à l'heure, le main axis alignment, son type, c'est main axis alignment. Donc, lorsque je positionne mon curseur, il me dit main axis alignment star. Par défaut, c'est star. Alors, dans ce cas, je vais écrire ici main axis alignment point et je change maintenant. Les valeurs possibles sont les suivantes. Il y a la valeur center qui permet de centrer tous les éléments. On va la tester. Il y a la valeur between qui permet de positionner le premier élément au début, le dernier élément à la fin. Et les autres éléments qui sont là-dedans partagent le reste du texte. Il y a la valeur space evenly qui permet de positionner, de partager le même espace disponible entre les différents éléments. Il y a la valeur space around qui permet de calculer au total il y a combien d'espace libre et partagé équitablement. Donc, cet même espace au début et à la fin de chaque widget. OK, et il y a la valeur star naturellement qui est par défaut et la valeur end qui permet de dire à la fin. Donc, nous allons choisir ici space between. Donc, space between qui permet de dire positionne le premier élément au début, le dernier élément à la fin et s'il y a d'autres éléments, il faut leur partager l'espace disponible qui reste. Et alors, donc, nos deux éléments vont être séparés. Menu sera ici et autre sera à la fin. OK? Donc, après le autre loot. Voilà. Donc là, on lance un autre loot. Et ensuite, le drawer header, nous allons lui changer aussi de couleur. Voilà, le temps que ça charge. Donc là, lorsque vous positionnez votre drawer header, donc vous avez une propriété ici qui s'appelle decoration, qui vous permet en fait de décorer votre drawer. Donc là, c'est chargé, vous voyez le menu est ici, autre est ici à la fin. OK? Donc, dans notre drawer header, il y a une propriété qui s'appelle decoration. Et la propriété decoration, elle est de quel type? Donc, la propriété decoration, elle est de type decoration. Bon, là, vous allez retenir à chaque fois que vous avez la propriété decoration ou bien dans la majeure partie des cas, parce que dans les formulaires, quand vous utilisez decoration, on peut utiliser autre chose. Donc, dans la majeure partie des cas, lorsque vous avez decoration, vous pouvez utiliser immédiatement box decoration. OK? Et dans box decoration, c'est là-bas que vous allez définir la couleur et les autres mises en forme. OK? Donc là, je vais définir une couleur. Donc la couleur point
.amber. Bon, je sais que c'est pas, ça ne va pas être très joli, mais je vais utiliser cette valeur-là pour l'exemple. OK. Donc, ça, c'est dans votre Drawer Reader. OK. Donc, après le Drawer Reader, maintenant, nous allons entrer ici, dans la partie Core. Donc, vous voyez votre Drawer Reader qui prend maintenant la couleur que nous avons définie ici dans Decoration. Maintenant, après le Drawer Reader, je regarde ici, dans mon List View, dans Children, le Drawer Reader, il est là, il commence ici et il se termine ici. Donc, à la sortie des Drawer Reader, je vais mettre les autres éléments que je veux qu'ils s'affichent dans mon menu, les autres éléments. Et ces autres éléments, je vais utiliser un autre type de widget qui s'appelle List Style. Donc, j'utilise un autre widget qui s'appelle List Style, comme ça. List Style. Donc, le widget List Style, il vous fait des propositions. D'abord, il nous donne une propriété nommée Leading qui nous permet de positionner un élément au début, une propriété Title qui permet de définir un titre au milieu, Subtitle qui permet de définir un sous-titre, et enfin, une propriété Trailing qui permet de définir une autre icône à la fin. Trailing, c'est à la fin. Leading, c'est au début. Alors, dans ce cas, je vais utiliser ici Leading, comme ceci, comme ça. Donc, Leading. Et dans Leading, je vais ajouter une icône, comme ici, nous allons faire une navigation vers la page d'accueil, par exemple. Alors, dans ce cas, je vais mettre icône et je mets icons.home, comme ça. Icons.home. OK? Et là, lorsque ça charge, OK, donc lorsque ça charge, ensuite, après l'icône, vous allez mettre title, comme ceci. Et le title, c'est un widget. Quand vous positionnez le curseur, ça va être un widget. Et après, vous allez mettre tout simplement un texte. Et je vais dire ici, accueil, tout simplement. Accueil. Et maintenant, je vais faire un autre loop ici. Et nous allons voir ici, donc nous allons voir notre partie accueil, donc apparaître ici, dans notre liste taille. OK? Bon, ça s'affiche ici. Bon, le temps que ça continue, nous allons ajouter ici trailing. Donc là, trailing qui nous permet d'indiquer un autre widget ici à la fin de notre style. Donc là, c'est trailing. Et là, on va ajouter aussi une icône. Et je vais dire icône chevron. Donc, c'est chevron right, hein? Chevron right, pour montrer juste une flèche comme ça. Je pense que c'est chevron right. Chevron right. OK. Chevron right. Bon, je pense que c'est ça, hein? Il l'a pris. Donc, c'est chevron right. OK. Voilà, c'est chevron right, ça nous donne ça ici. Et vous allez avoir juste une petite flèche ici, voilà, donc qui est en train de formater votre list style. Et après, dans le list style, vous pouvez regarder, vous avez d'autres propriétés comme tile color. Il faut chercher quelque part qui s'appelle tile color. C'est là qui vous permet de définir une couleur. Donc là, je vais mettre tile color, comme ceci, colors, point. Colors, point, amber, et là vous pouvez ajouter des variantes, donc amber, et là j'ajoute des variantes, voilà, et là je mets shade, donc amber,
vous pouvez mettre point, voilà, c'est point, et vous choisissez shade pour définir en fait des variantes de votre couleur. Hein. Donc, l'accent en fait, les accents de votre couleur. Et là, on va revenir faire le hot reload pour notre tile. Ensuite, le temps que ça charge, nous allons ajouter cette fois-ci, on tape. Voilà, ça y est là. Nous allons ajouter cette fois-ci, on tape. On tape, c'est lorsque l'utilisateur tape. Donc, dans ce cas, vous allez mettre ici, on tape. Quand vous mettez, il y a on tape ici. On tape lorsque je positionne mon curseur, c'est une fonction, comme tout à l'heure. Et comme c'est une fonction avec un point d'interrogation, elle peut être nulle. Je peux mettre nul. Et comme je ne vais pas mettre nul, je vais mettre une parenthèse comme ça, des accolades. Voilà, une parenthèse, des accolades, comme ça. Et ensuite, je vais tout simplement faire un print. Et je dis ici, navigation vers la page d'accueil. Et après, on met un point virgule. Navigation vers la page d'accueil. Et lorsque maintenant nous cliquons ici, il va nous dire navigation vers la page d'accueil. OK? Donc, ça, c'est le premier list style que nous venons de définir. Et après, nous allons définir d'autres. Nous allons définir le list style, donc un bouton nous permettant de naviguer vers la page de contact et un bouton nous permettant de naviguer vers la page de profil. Donc là, cette fois-ci, quand je clique, on voit un peu l'effet des clics sur le list style. Il y a un changement de couleur là. Et nous avons ici navigation vers la page d'accueil dans notre drawer. Donc là, quand j'ai un drawer ici, et dans ce drawer-là, j'ai navigation vers la page d'accueil. OK? Donc, nous allons, comme on a créé ce drawer-là, pour aller rapidement, je vais copier ça. Je copie ce drawer. Donc, l'ouverture de mon drawer est ici. Sa fermeture est ici. Donc, Visual Studio Code me montre la fermeture. Donc, je copie du début jusqu'à la fermeture. OK? Ensuite, à la fermeture, je fais un retour à la ligne et je colle ça. Et ensuite, à la place de accueil, je change et je mets ici contacts. Ensuite, navigation vers la page de contacts. OK? Et je fais la même chose. Je copie ça. Je colle. Et ici, c'est profil. Navigation vers la page de profil. Contact. Ici, il y a un N. Contacts. OK. Donc là, on va faire un autre reload. Donc, si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas à poser la question. OK. Donc là, le hot reload est fait. Lorsque je clique ici, donc nous avons nos trois éléments, accueil, contact et profil. Cependant, ils sont collés, accueil, contact, profil. Maintenant, il faut les séparer. Et pour les séparer, nous allons utiliser un widget qui nous permet de séparer. Donc, qui est créé spécialement par Flutter pour faire la séparation, qui s'appelle Divider. Donc là, après le premier list style, ici, je fais un retour à la ligne et j'amène un widget qui s'appelle Divider. Donc là, c'est Divider, comme ça. Voilà. Donc, le widget Divider, mettez une virgule ici. Il vous permet d'amener une séparation. Il a plusieurs propriétés. Parmi les propriétés, vous avez ThinkNet qui permet de définir en fait la taille. Donc, la taille de votre trait de séparation. Donc, cette taille-là, je vais mettre ça à 5. Ensuite, 5 pixels. Et ensuite, vous avez une propriété qui s'appelle height, qui permet aussi de définir en fait les espaces entre c'est comme des marges sur le trait de séparation. Donc là, je vais le mettre à 0 directement. Et donc là, on va revenir ici. Vous pouvez lui définir une couleur. Hein?
Donc, on peut lui redéfinir aussi une couleur, donc la couleur de votre divider, pour qu'il ait une couleur différente. Donc là, vous allez le voir lorsque, voilà. Donc là, il est là. On a fait une séparation à ce niveau-là. Donc, à travers un widget nommé divider. Notez qu'il y a un autre widget divider qui s'appelle vertical divider, donc pour un séparateur vertical. Maintenant, je vais copier ces widgets-là, je le colle ici. Donc, et le tour est joué lorsqu'on clique, lorsqu'on actualise. Donc, nous avons donc deux séparateurs, un premier séparateur ici et un deuxième séparateur à ce niveau-là. OK? Alors, vous comprenez un peu? On peut avancer? Oui, monsieur, oui, oui. Ok, très bien. Alors, dans ce cas, nous allons revenir ici dans notre bouton qui permet d'accéder à la page de paramètres. Cependant, on n'a pas créé la page paramètres, hein. Donc là, je vais créer une page que je vais nommer page paramètres et notre bouton là, il va nous permettre d'accéder à la page de paramètres. Et plus tard, nous retournerons sur sur nos widgets divider et donc nos drawer pour pouvoir voir donc après comment pouvoir apporter des modifications. Alors, donc, je crée une nouvelle page que je vais appeler page paramètres.dart comme ceci. Et je vais dire que cette page-là est un stateless widget que je vais appeler page paramètres comme ceci. Maintenant que j'ai créé ma page paramètres, je reviens dans matériel. Donc, dans le fichier main, retenez aussi ceci. À chaque fois que vous créez une nouvelle page, vous revenez dans votre fichier matériel date et vous déclarez la route. Donc, je vais l'appeler page paramètres comme ceci. Ensuite, je définis ici contexte, flèche, page paramètres. Et ici, comme vous n'avez pas créé vous n'avez pas mis au préalable la page, il va vous proposer à l'écriture d'importer la page directement. Donc là, quand vous commencez à écrire, il vous proposera l'importation. Si votre Visual Studio Code charge correctement, donc il vous fera une proposition d'importation. Voilà. S'il ne l'a pas fait, c'est pas grave. Vous cliquez sur votre bouton. Est-ce que je l'ai écrit correctement? C'est page paramètres. Comment je l'ai appelé ici? Page paramètres. Page paramètres. On regarde. C'est page paramètres. Est-ce que c'est le même nom là? Voilà, c'est le même nom. Donc, la proposition est là. Donc, page paramètres. OK. Voilà, donc notre page paramètres, elle est bien importée. Et vous avez ici page paramètres qui est actuellement reconnue. Et le nom de votre route, c'est page paramètres. Et maintenant, ce nom de cette route-là, nous allons le prendre ici. Donc, dans notre page d'accueil, nous allons faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, il accède à la page paramètres, ce bouton-là. Alors, dans ce cas, on va chercher le bouton de notre app bar ici. Oui. Oui, Ayoub. Les pages que tu as créées, pages paramètres, tu as oublié virgule, hein? Là? Tu as oublié virgule. À quel niveau? Ici? Oui. Oui, ok, merci. Donc là, ça veut dire que tu suis bien. Donc là, c'est très bien. La virgule, à chaque fois, il faut mettre la virgule. Généralement, même si vous omettez la virgule, dès que vous faites CTRL S, là, je mets CTRL S, donc Visual Studio Code l'ajoute automatiquement. Alors, dans ce cas, on va revenir ici, dans notre page d'accueil. Nous allons faire en sorte que lorsqu'on clique sur ce bouton-là, ça va nous amener à la page paramètres. Donc, le bouton, il est là. Vous avez cliqué sur paramètres. Donc, lorsque je clique, j'ai ici en bas, vous avez cliqué sur paramètres. Donc, vous avez cliqué sur paramètres. Et maintenant, au lieu d'afficher juste un message, vous avez cliqué sur paramètres. Je vais faire ce qu'on appelle une navigation. Et pour faire la navigation, vous allez utiliser donc la classe navigator.pushNamage.
Voilà. Donc, navigator.pushName et vous mettez le nom de la route. Donc, c'est page paramètres. Donc, navigator.pushName. Donc là, navigator. Et là, vous allez mettre le contexte d'abord. Voilà. Donc là, on met le contexte. Et ensuite, on met le nom de la route. Voilà. Donc, le nom de la route, c'est paramètres. Voilà. Page paramètres, c'est le nom que nous avons donné à notre route. Ce que vous voyez ici souligné en bleu, c'est juste que on n'a pas écrit paramètres correctement en français et que j'ai installé une extension code spell checker qui permet de vérifier cela. Donc, je peux corriger cela en cliquant ici et voilà, et en ajoutant ça directement. Ok, donc pour l'instant, actuellement, lorsque vous cliquez ici, quand vous faites un autre reload, lorsque vous cliquez, donc navigator.pushName contexte page paramètres nous permet d'accéder à la page paramètres. Ok, donc on attend que le hot reload soit terminé. Voilà, le hot reload est terminé. Cette fois-ci, je clique et là, on est accédé ici à la page paramètres. Donc, nous avons la page paramètres. C'est normal que nous ayons cette croix-là parce que dans la page paramètres, on n'a rien mis. C'est juste un widget nommé placeholder. C'est lui qui est là-bas. Maintenant, dans la page paramètres ici, on est dans la méthode build qui est chargée de construire notre page. On va enlever ces const placeholder et nous allons utiliser le widget représentant une page qui est scaffold. Et dans ce widget, nous allons ajouter un app bar et nous allons ajouter app bar. Et dans app bar, nous allons ajouter donc c'est app bar B majuscule ici. Donc dans app bar, nous allons ajouter un title et le title, nous allons dire tout simplement c'est paramètres comme ceci. Et ensuite, nous allons ajouter les body. À la sortie de app bar, les body et nous allons ajouter les widget center. Et dans le widget center, on va ajouter un child. Et dans le child, on va tout simplement ajouter un texte qu'on va remplacer plus tard, contenu de la page. Voilà. Et maintenant, on fait un autre reload ici. Et nous allons observer notre page paramètres. Donc, c'est rechargé à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà notre page paramètres. Nous avons contenu de la page ici. Nous avons le titre que nous avons mis ici, paramètres. Et nous avons ici, nous avons ici un bouton. Le bouton là, il vient automatiquement. Ça, c'est important à retenir. Lorsque vous faites une navigation, donc c'est un bouton retour, Flutter l'amène automatiquement. Et comment Flutter l'amène automatiquement? Lorsque Flutter voit que vous faites une navigation avec pushName, c'est-à-dire vous faites une navigation, vous poussez une page, c'est comme si tout simplement cette page-là, elle est venue superposer sur celle-là. Donc l'autre, elle est toujours derrière. Donc c'est la raison pour laquelle on a ces petits boutons-là qui permettent de retourner en arrière. Il est tout à fait possible de le supprimer au besoin. Donc il suffit dans votre app bar, donc dans la page paramètres, appeler une propriété qui s'appelle Automatically Imply Leading. Donc, et vous la mettez à false. C'est une propriété booléenne. Donc là, par défaut, elle est à true. Lorsque vous la mettez à false, ces boutons de retour disparaîtraient. Mais nous, pour l'instant, nous voulons qu'il reste. Parce que lorsqu'un utilisateur arrive sur la page paramètres, on fait qu'il puisse retourner à la page d'accueil. Maintenant, selon la situation, selon le code que vous êtes en train d'écrire, vous allez voir dans quel cas vous allez garder Automatically Imply Leading
et dans quel cas vous allez le supprimer. Bon, ici, on est à la page d'accueil. Hein. C'est pourquoi il n'a pas disparu. Donc là, on revient ici, dans cette page-là. Donc, dans App Bar, on met une virgule ici et on le colle. C'est automatically implied leading. Voilà. Et lorsque vous enregistrez, vous faites un autre reload et ce bouton doit normalement maintenant disparaître. Et on en aura besoin parce qu'on veut retourner en arrière. Si vous ne voulez pas retourner en arrière, vous voulez imaginer dans votre application Wave, par exemple, lorsque vous cliquez pour valider une transaction. Une fois la transaction validée, est-ce qu'il est quand vous cliquez sur le bouton revenir en arrière, est-ce qu'il vous ramène à la page à votre formulaire de saisie? Non. Donc, il n'y a pas une possibilité, après avoir validé une transaction, il n'y a pas une possibilité de revenir en arrière. Est-ce que vous avez constaté cela dans votre application? Vous avez constaté cela dans l'application Wave ou bien dans certaines de vos applications dans votre téléphone. Vous avez constaté qu'à un certain moment, lorsque vous validez quelque chose, il n'est pas possible de revenir en arrière. Alors, est-ce que les autres vous suivez? Vous êtes là? Oui, mais responsable, tu dis? Je disais que à Web, il n'y a pas retour en arrière. Il y a seulement sur Orange un peu. Sur Orange, il y a retour en arrière, mais Web, il n'y a pas. Mais même Orange, lorsqu'on valide une transaction, est-ce qu'il est possible de revenir en arrière? Non, non, monsieur. À moins que tu en l'attends. Donc, je pense qu'il n'est pas possible de revenir en arrière, même avec Orange. Donc, ce n'est pas, mais pour empêcher le retour en arrière, ce n'est pas le bouton là qui empêche cela. Parce que dans votre application, dans votre téléphone, bien qu'il n'y a pas le bouton, je peux utiliser le bouton Android là pour revenir en arrière sans problème. Donc, ce n'est pas le bouton là ce n'est pas l'absence du bouton qui empêche de revenir en arrière. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Comment faire une navigation sans retour en arrière? Une navigation en empêchant l'utilisateur de revenir en arrière. D'abord, à retenir, la navigation permettant le retour en arrière, c'est navigator.pushNamE. Donc, avec contexte et la route que vous voulez naviguer. Donc, et comme Flutter voit que vous faites une navigation avec une permission de revenir en arrière, c'est la raison pour laquelle même il vous a amené automatiquement le bouton là, Automatically Apply Leading, que je vais maintenant enlever. OK? Maintenant, comment faire une navigation sans retour en arrière? Nous allons l'amener, cette navigation sans retour en arrière, dans notre drawer, ici. Donc, dans notre drawer, lorsqu'un utilisateur clique, par exemple, pour aller à la page d'accueil ou pour aller à une page quelconque, nous allons faire en sorte qu'il n'y a pas la possibilité, de faire un retour en arrière. Alors, dans ce cas, on revient dans notre page d'accueil, dans le drawer, ici. On commence par navigation vers la page de contact, ici. On tape naviguer vers la page de contact et nous allons utiliser la même classe navigator. Cette fois-ci, nous allons choisir pushNamE and remove Enter. Donc, c'est là. pushNamE and remove Enter. Vous mettez le contexte, vous mettez la route. Donc, la route, c'est page contact. Et enfin, predicate, vous mettez tout simplement predicate à false. Ici. Et predicate à false vous permet d'indiquer et de dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ça veut supprimer toutes les routes précédentes, tous les stacks, le stack route. Donc là, c'est ce qui vous permet de supprimer tout ce qu'il y a en arrière, comme étant les routes et les pages superposées. Et comme ça, lorsqu'un utilisateur navigue vers la page de contact, il n'y a pas de retour en arrière. Et comme Flutter a constaté que
Lorsque vous naviguez vers la page de contact, vous utilisez Push Name It and Remove Until. Alors, dans la page de contact, il n'amènera pas le bouton là, le bouton qui permet de retourner en arrière. Le bouton là ne sera plus présent. Et même si vous utilisez le bouton Android pour revenir en arrière, ça ne marchera pas. Donc, il n'est pas possible de revenir en arrière lorsqu'on utilise Push Name It and Remove Until. Donc, vous allez voir dans quel cas vous allez utiliser l'un et dans quel cas vous allez utiliser l'autre. OK? Alors, je pense que cette partie... Donc, je vous invite à poser beaucoup de questions hein, parce que je pense que cette vidéo-là, je ne vais pas la traiter. Très souvent, quand on termine le cours, je prends un peu de temps et je regarde la vidéo là où on a pris une pause, si je n'ai pas mis la vidéo en pause, ou bien là où je trouve qu'il n'est pas nécessaire de laisser, comme je vais mettre la vidéo sur ma chaîne, de supprimer. Mais cette vidéo-là, je ne pense pas parce que je n'ai pas suffisamment de temps actuellement. Donc, si vous avez des questions, posez ces questions directement. Dès qu'on termine ce cours-là, tout de suite, je vais mettre la vidéo en ligne. Et comme ça, vous pouvez la regarder dès demain ou dès ce soir ou même tout à l'heure. Okay? Et les questions vous permettront de vous rappeler des points qui vous semblent un peu flous. Alors, là, on va faire la même chose. Donc, il suffit, comme on a vu, il suffit de copier ça. On fait la même chose. Au niveau des navigations, vers la page de profil, je fais Push Name It and Remove Until et je mets ici profil, comme ceci. Et enfin, navigation vers la page d'accueil, c'était le premier. Ici, lorsqu'un utilisateur clique, alors, il retourne à la page d'accueil. Et voilà. Donc, là, dans votre drawer, cette fois-ci, on peut naviguer d'une page à une autre. Non, j'ai cliqué sur... j'ai appuyé sur Q. Q permet de terminer l'application. Donc, il a terminé l'application. Ce n'est pas grave. Lorsque je lance Flutter Run, il va lancer l'application, mais rapidement, étant donné que l'application est déjà exécutée au moins une seule fois. OK? Donc, le temps qu'il lance l'application à nouveau, nous allons revenir dans la page d'accueil, ici, et nous allons voir quelques autres widgets, notamment le widget container que nous allons voir, qui vous permet donc de faire une mise en forme. Alors, dans la page d'accueil, ici, dans le corps de la page, après nos deux textes, donc à la sortie de autres textes, je vais ajouter un container comme ça. Le widget container. Dans le widget container, je vais donner une propriété. Donc, je vais donner la propriété white qui permet de définir en fait la largeur de notre widget container. Je vais lui donner la largeur, je vais lui donner 100 ou 200. Le white, c'est la largeur. Et je vais lui donner un height, comme ceci, qui est la hauteur. Donc là, je lui donne 100 aussi. Ensuite, je vais lui donner une couleur et on a dit qu'on va directement utiliser Box Decoration. On a vu tout à l'heure que lorsqu'on utilise Decoration, je vous avais dit que d'utiliser directement Box Decoration, donc c'est le type Decoration qui vous permet de faire une mise en forme. Donc, dans ce cas, on va utiliser Box Decoration comme ceci. Et dans Box Decoration, nous allons utiliser des propriétés comme Color pour définir la couleur de notre container. Donc là, on va utiliser colors.green ou bien colors.purple, donc pour la couleur pourpre. OK, donc là, OK, donc là, on va enregistrer. Donc, il n'a toujours pas fini de lancer. Et ensuite, dans Decoration, vous avez plusieurs propriétés. Les propriétés qui vont encore nous intéresser dans Box Decoration, il y a une propriété qui s'appelle Border Radius.
Donc, qui vous permet de définir des arrondis, c'est-à-dire des arrondis comme ici. Les angles seront arrondis, comme ici, comme ici. Alors, cette propriété, elle prend un bord de radius. Quand vous positionnez le curseur, elle prend un bord de radius géométrie. Donc, cela veut dire qu'elle prend ici un bord de radius. Donc là, vous allez choisir border radius.all. Donc, border radius.all, il prend quoi comme paramètre? Il prend radius de type radius. Alors, dans ce cas, je mets ici radius circulaire. Radius.circulaire. Circulaire, il vous montre ça un peu, hein? Donc le radius point circulaire là, il vous montre c'est ça, ok. Et maintenant il prend quoi comme valeur? Il prend un double, donc une valeur en pixels. Donc là je mets 10, ok. Donc là notre conteneur donc à la valeur, on va encore relancer. Quand on était en train d'écrire et qu'au moment où il a compilé l'application, il se rend compte qu'on n'a pas fini d'écrire quelque chose ici. Il arrête la compilation. OK? Et vous avez la possibilité de définir maintenant des bordures. Dans ce cas, vous mettez border et maintenant vous mettez border.all. Donc, c'est de type border aussi. Donc là, je mets border.all comme ceci. Et ensuite, donc dans border.all, vous allez mettre border.all, vous allez définir la couleur, le white, la taille, style, le type de la bordure. Est-ce que c'est une bordure solide, c'est une bordure en pointillé, etc., etc. OK, donc là, je vais définir white, la taille de la bordure. Je vais dire, si je veux qu'elle soit une bordure conséquente, je mets 3. Ce sera une bordure un peu longue. OK, donc après white, il y a color et je mets color, point. Notre conteneur, on lui a donné une couleur. Donc là, je mets black et comme ça, la bordure sera de couleur noire. Et voilà, bon, pour éviter aussi à ces niveaux-là, pour éviter qu'on n'ait pas encore donc le chargement, on va attendre à ce que l'application se lance. Alors, donc, voyons d'autres éléments importants sans écrire le temps que l'application se lance. Comprenez bien ceci. En flotteur, lorsque vous allez mettre des images dans votre application, les images en local, c'est-à-dire les images qui seront embarquées dans votre application, vous allez créer des dossiers. Nous allons créer des dossiers à la racine. Donc, je ferme complètement le dossier libre. Je reviens à la racine du projet. Je fais clic droit et je clique sur nouveau dossier. Et ce nouveau dossier-là, je vais l'appeler Assets avec S, comme ça, Assets. Maintenant, dans ce dossier Assets, je vais créer mes dossiers qui vont contenir les différents types de ressources qui seront utilisées dans mon application. Dans mon application, j'utiliserai plus tard des images, des vidéos, des PDF, etc. Alors, je vais créer chaque partie un dossier. Donc, dans Assets, je fais clic droit. Je crée ici un dossier que je vais appeler, vidéo, comme ça. Ensuite, je clique. Cette fois-ci, il faut s'assurer que vous avez cliqué sur Assets. Je fais Assets, clic droit et je crée un autre dossier que je vais appeler ici Audio, comme ça. Ensuite, on a deux. Je fais la même chose, nouveau dossier et je vais l'appeler Image. Ensuite, nouveau dossier, je vais l'appeler PDF. Voilà, donc voilà au moins 3 dossiers que j'ai ajoutés donc à ce niveau-là. Au moins 3 dossiers. Un dossier audio, un dossier image, un dossier PDF et un dossier vidéo. Donc 4 dossiers que j'ai ajoutés. Maintenant, comment ajouter ces images concrètement? Pour ajouter les images, ces dossiers-là, il faut les déclarer. Et il faut les déclarer dans un fichier qui n'est pas nouveau pour vous. C'est le fichier PubSpec, donc qu'on a déjà utilisé avant. Donc, c'est très simple.
lorsque vous venez, mais ici, faites ça soigneusement parce que très souvent, quand on débute en Flutter, ça peut ne pas marcher du premier coup. Mais si ça ne marche pas du premier coup, ne vous en faites pas. Il suffit tout simplement d'arrêter l'application complètement et de relancer l'application. Très souvent, ça marche si vous avez respecté donc exactement ce que j'ai fait. OK? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans le fichier PubSpec YAML? Nous allons déclarer ces dossiers-là. Nous allons les déclarer pour que le fichier PubSpec, qui est le fichier de configuration, reconnaisse ces dossiers et leur contenu. OK? Alors, dans ce cas, vous allez descendre dans le fichier PubSpec. Donc là, vous allez descendre, il y a une partie qui s'appelle Assets. Donc là, Flutter nous aide à chaque fois. Donc, il nous propose directement ici une partie pour pouvoir utiliser les assets. Et comment je vais faire pour l'utiliser? Je sélectionne tout simplement les deux premières lignes et je fais CTRL/. Et comme ça, il va les décommenter automatiquement. Une fois décommenté, observez, il y a un tiret ici, il y a image. Et ici, je vais spécifier le chemin menant vers mon fichier. Alors, dans ce cas, je mets ici assets/image, comme ça. Quand je fais ça, Flutter, il va importer, il va déclarer mon dossier image avec un slash à la fin, mon dossier image. Donc, à partir de ce moment-là, tout le contenu qui se trouve dans le dossier image peut être utilisé dans mon application. Sans cette déclaration, vous ne pouvez pas utiliser le contenu qui se trouve dans votre application. J'espère que ça c'est clair aussi. Donc là, nous avons déclaré le dossier image, au moins le dossier image. OK? Et là, il est en train de lancer la commande Flutter PubGet. Donc, je vous avais dit en Dart qu'à chaque fois qu'on apporte une modification dans le fichier PubSpec, il faut lancer la commande Dart PubGet. Mais ici, comme nous sommes en Flutter, c'est Flutter PubGet. Il paraît que notre application n'est pas lancée. Si cela vous arrive, donc là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme problème. Bon, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un problème qui est donc montré ici. Si cela vous arrive comme ça et que l'application n'est pas lancée, ce n'est pas grave. Vous allez tout simplement exécuter une commande qui permet de nettoyer votre projet et de lancer à nouveau Flutter, qui s'appelle Flutter Clean. Donc là, on va attendre qu'il termine Flutter PubGet. Une fois terminé, nous allons lancer la commande Flutter Clean. Voilà, il a terminé. Si vous avez le code exit 0, le code exit 0, cela indique tout simplement que tout s'est bien passé sans problème. Hein, avec exit 0. Si vous avez exit autre chose, cela veut dire qu'il y a problème dans votre code. Donc, il a chargé automatiquement notre dossier. Maintenant, notre dossier est reconnu dans l'application. Donc, il va terminer ça aussi. On attend qu'il termine. Voilà, il a pris un peu plus de temps, mais c'est normal, on va attendre qu'il termine. Voilà, donc là, il a terminé. Maintenant, vous allez revenir ici dans votre terminal. Là, l'application n'est toujours pas lancée. Je fais CTRL-C pour l'arrêter complètement. Donc, je fais CTRL-C. Il me demande de terminer le programme. Je mets O, donc je mets oui pour terminer l'application. OK? Et maintenant, j'exécute la commande Flutter Clean, comme ça. Flutter Clean permet de nettoyer. Lorsque vous lancez la commande Flutter Clean, l'APK qui est généré dans le dossier build, il est où? Il est là. Il va disparaître, il sera supprimé complètement et le code sera nettoyé. Donc, toute l'application sera nettoyée. OK?
Une fois le nettoyage terminé, vous allez lancer la commande Flutter PubGet pour qu'il résout les dépendances et enfin la commande Flutter Run pour qu'il lance l'application à nouveau. Donc là, Flutter Clean, il va nettoyer complètement le projet. Il va supprimer ce dossier-là. Donc, il va supprimer le APK qu'il a généré, donc le fichier qu'on peut installer sur le téléphone. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a essayé d'installer, de lancer l'application sur son téléphone directement. Parce que je vous avais dit que vous avez la possibilité donc de brancher votre téléphone et si c'est Android et de le lancer directement, n'est-ce pas? Ayoub, tu as réussi à brancher ton téléphone directement? Non, monsieur, la dernière fois, il y a un souci, quoi. Ok, donc brancher le téléphone nécessite de configurer, d'activer le mode développeur dans le téléphone. Maintenant, il a nettoyé ici avec Flutter Clean. Donc, il a nettoyé, c'est pourquoi vous voyez des erreurs à ce niveau-là. Maintenant, après le Flutter Clean, vous lancez et le fichier, le dossier build là, il est supprimé. Maintenant, vous lancez la commande Flutter PubGet. Voilà, Flutter PubGet. Ça, c'est pour résoudre les dépendances du fichier PubSpec, Flutter PubGet. À chaque fois que vous apportez des modifications dans le fichier PubSpec.yaml, cette commande, elle est lancée automatiquement. Au cas où elle n'est pas lancée automatiquement, vous êtes obligé de la lancer pour refléter la modification dans le code de votre application. Donc là, il est en train de résoudre les dépendances. Donc là, il a presque terminé et les erreurs là vont disparaître. OK, voilà. Donc là, c'est disparu. OK, donc il a terminé. Et enfin, vous lancez la commande Flutter Run. Si votre émulateur est toujours actif, il doit lancer l'application dans l'émulateur directement. Le temps qu'il lance l'application, je vais créer un nouveau repository ici. OK? Donc, un nouveau dépôt. Et ce dépôt-là, je vais l'appeler M1 SSIM-easy 2026. Et on ajoute quoi là-dedans? Easy 2026 app TP app Flutter TP app 1 Flutter. Et voilà le nom que j'ai donné à mon dépôt. Je vais laisser le dépôt qu'il soit public et je vais créer le dépôt directement. Et nous allons lier ces dépôts-là. Les commandes que nous allons taper donc, sont là. On va revenir dans notre code. Il est en train de lancer l'application et je vais créer un nouveau terminal pour lancer l'autre continuer à tourner pour lancer l'application. Donc, il y a un petit bouton ici, nouveau terminal pour gagner du temps. Donc, il va initialiser le terminal. OK, le terminal est créé. Donc là, je tape la commande git init. Donc, pour initialiser Git. Voilà. Maintenant, après git init, je mets ici git add. Donc, git init. Bon, git init, il n'y a pas de point. Hein? Pas besoin de point. C'est le git add là. Donc, c'est git init tout simplement. Voilà, donc je vais reprendre la commande tout simplement pour que vous la voyez encore une deuxième fois.
c'est git init, hein, sans point à la fin. Voilà, donc dès que vous mettez git init sans point, vous validez, il va initialiser git, ok. Ensuite, vous allez mettre git add, et c'est ici que vous allez mettre point pour qu'il puisse ajouter donc dans tout le contenu de votre dossier dans le dépôt que vous venez d'initialiser. Ok, donc ça c'est quelques avertissements liés aux anti/n, etc. dans les différents systèmes d'exploitation. Ensuite, vous allez mettre git commit, première version application, cette fois-ci au lieu d'application Dart, cette fois-ci il s'agit d'une application Flutter. Application Flutter. Ok, donc là, git commit, on valide. Ok, donc là, le commit est terminé. Ok, maintenant, vous allez retourner dans votre repository. Ensuite, vous allez mettre git branch-m main. Donc, ça, c'est pour renommer votre branche en main qui était avant. Donc, dans le passé, elle s'appelait master. Donc, git branch-m main. Ensuite, vous allez taper la commande suivante, celle-là, vous la copiez, qui permet de lier donc git remote add origin, git remote add origin qui permet de lier votre dépôt local, donc votre code ici, le lien entre les dépôts, les deux dépôts et le dépôt que vous avez créé là-bas. Donc là, vous faites clic droit, valider. Lorsque la commande est terminée sans problème, il va tout simplement ramener le terminal. OK, ça marche. Et enfin, vous allez mettre git push-origin main pour pousser le code que vous avez là-bas. Donc là, vous allez mettre git push-origin main et cela va envoyer votre code. En fait, il va envoyer votre code dans le dépôt que vous avez créé. Donc, chacun n'a qu'à, une fois terminé, me partager ce code-là. Donc, et me partager le lien du dépôt. Voilà, maintenant, donc, le dépôt c'est bien envoyé sur le dépôt et vous allez retourner, donc ici, vous allez actualiser. Donc, le code devrait être visible ici. Voilà, donc voilà le code que nous avons donc, de notre application. Alors, maintenant qu'on a terminé ça, on va revenir regarder notre application. Notre application n'est toujours pas lancée. Hein. On attend, elle termine l'installation. Et c'est très important, même si on rencontre ce genre de cas, cela vous permet de savoir si vous rencontrez ces cas et comment vous allez vous y prendre. Au cas où l'application ne sera toujours pas lancée, on va revenir dans le téléphone et on va désinstaller l'application complètement. Une fois l'application désinstallée, ici Flutter Clean, Flutter Propagate, Flutter Run, ça devait marcher. Oui, c'est lui qui a levé la main. Monsieur. Oui. C'est moi. En fait, parfois, monsieur, si on utilise les PowerShell, si on met les commandes Flutter create app 1, par exemple, parfois, il nous révise quoi. Je ne sais pas si c'est Flutter create. Oui, create. Oui, oui, il est possible qu'on utilise ça et que ça ne marche pas.
D'ailleurs, surtout si vous utilisez Camel Case. Hein. Lorsque vous ouvrez un terminal et que vous mettez Flutter Create et que vous utilisez les écritures en Camel Case avec des majuscules ou avec des espaces ou avec des tirés de 6, ça peut ne pas marcher. Et le chemin, comme ici, comme je l'ai montré, votre chemin, comme celui-là, il ne doit pas y avoir d'espace ni rien du tout, ni aucun caractère spécial. Il doit y avoir des caractères qui sont autorisés, c'est-à-dire des caractères alphabétiques, numériques et les underscores, les tirés de 8 seulement. Donc, si j'écris dans le terminal, j'écris Flutter Create, ensuite je mets le nom de l'application App1. Si je mets de l'espace, ça ne marche pas. Si je mets un tiré de 6, ça ne marche pas. C'est que pour que ça marche, il faut mettre un tiré de 8, les caractères qui sont autorisés. Non, monsieur, en fait, moi, j'ai fait comme il a fait, monsieur. Donc là, tu vas partager ton écran, on va regarder. Ok. Ça va, monsieur? Tu as partagé? Oui. Tu vois, monsieur, mon écran? Hein? Allô, monsieur? Oui. Mais tu vois mon écran, monsieur, ou bien? Donc là, c'est Flutter Create. OK, écris la commande. Donc, comme l'application n'est toujours pas lancée, je l'arrête. Ensuite, je reviens dans le code, l'application, et là, je clique sans relâcher. Et il va me proposer d'aller dans les paramètres. Je vais cliquer sans relâcher. Il me montre App Info. Je clique dessus. Il va ouvrir l'application dans les paramètres. Je vais d'abord supprimer les caches de l'application. Ensuite, je la désinstalle complètement. Ok, donc on va regarder la partie cache et stockage, donc storage ici. Donc l'application a sauvegardé jusqu'à 131 mégas de cache, c'est normal parce que c'est une application en mode debug, c'est-à-dire en mode débogage, en cours de développement. Donc on va ouvrir cette partie-là de storage et on va supprimer tout. Voilà. Donc là, j'ai fait clear storage et clear cache. Donc cache data, c'est ici. Ou bien lorsque vous cliquez sur clear storage, il supprime tout, y compris les caches. Donc là, je clique comme ceci. Il me donne un avertissement. Je supprime tout. Pourquoi supprimer les caches afin de désinstaller? Parce que souvent, lorsque vous désinstallez une application, même si l'application est désinstallée, elle laisse des données dans votre téléphone. Et comme ça, lorsque vous réinstallez l'application, vous allez voir que si c'est dans une application où vous avez un compte, il va vous dire bon retour. Parce que tout simplement, l'application a conservé des données et quand vous avez réinstallé l'application, il va tout simplement, l'application va chercher ces données-là et elle va vérifier si vous avez été, si vous avez une fois connecté avec ce téléphone-là, avec cette application. Si c'est le cas, donc l'application vous souhaite bon retour au lieu de considérer comme si c'est un nouvel utilisateur. Donc ici, maintenant qu'on a supprimé les caches et storage, nous allons désinstaller complètement l'application. Ici, il y a donc là, wait. Ayoub, c'est à combien ton téléchargement?
monsieur, ça reste c'est 0,6 giga. Ça reste 8 minutes comme ça, 9 minutes. Donc ça, c'est le système qui ne répond complètement pas. Alors, donc on va arrêter là. Vous allez démarrer. Donc là, je vais arrêter ça. Donc, vous allez désinstaller l'application et vous allez relancer la commande Flutter clean, ensuite Flutter popgate et enfin Flutter run. Donc, l'application normalement doit être relancée. Hein. Donc, une fois l'application relancée, donc faites le push vers GitHub et partagez-moi le lien.